bonsoir à toutes et tous, bienvenue au Festival Travelling. On est ravis de vous accueillir pour cette masterclass exceptionnelle, placée sous le sceau de la création de cinéma d'animation. Cette masterclass s'inscrit dans le cadre d'un parcours, d'une carte blanche que nous avons donnée à JPL Film. JPL Film qui est une société pionnière en matière d'animation à Rennes. C'est la première société de production à s'être lancée dans cette aventure un peu folle, sous l'égide de Jean-Pierre Lemoulan. Aujourd'hui, deux jeunes producteurs dynamiques ont repris le flambeau. Je salue, ils sont là, Jean-François et Camille. Ils nous accompagnent pendant tout le Festival Travelling. On peut les applaudir. Jean-François et Camille fêtent les 25 ans cette année du studio JPL Film. Et donc, ils nous ont fait l'honneur et le plaisir de nous proposer 3 programmes qui reviennent sur ces 25 ans, que je vous invite à découvrir dans le cadre du festival. 3 programmes vraiment très intéressants sur différents aspects de leur travail, sur le volume, sur des films qui ont remporté des prix à travers le monde entier. Un programme qui s'appelle Volume 117 que je vous conseille tout particulièrement, 117 pour 117 prix obtenus un peu partout dans le monde. Et puis ils nous font aussi le plaisir et l'honneur d'inviter un grand cinéaste portugais, M. Ribeiro, qui viendra présenter ses films pour une carte blanche à l'Arvor le dernier jour du festival, le mardi. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais passer la parole donc aux interlocuteurs que vous allez retrouver sur scène, puisque dans le cadre de cette carte blanche, c'est un peu compliqué ça de se retourner, dans le cadre de cette carte blanche à JPL Film, on a souhaité rendre hommage à Jean-François Laguioni, à son formidable travail, et qu'on a proposé donc à Jean-François Laguioni, Annick Leray et Pascal Le Pennec de revenir sur la conception, la fabrication, toujours en cours, d'un projet qui s'appelle Slocum, projet de long métrage qui a obtenu l'aide de la région Bretagne, qui est en cours donc de production, et ils vont vous raconter cette aventure. C'est un moment un peu unique en son genre, et voilà, on est très très heureux de les accueillir tous les 3 pour revenir sur l'écriture cinématographique et musicale de ce projet. Et pour animer cette rencontre, donc Gaël Técher, qui est éditeur, distributeur, compagnon de route du festival, qui connaît très bien le travail de Jean-François Laguioni, qui édite de très beaux ouvrages d'ailleurs et de très beaux livres DVD sur l'œuvre de Jean-François, et Benoît Basirico de Cinésique, un site de référence sur la musique au cinéma. Voilà, je vous cède la parole, je passe tout de suite la parole à Benoît, sans plus attendre. Merci. Et donc, la question centrale de cette table ronde sera la musique de film, qui est, comme vous l'avez compris, une de mes spécialités, et Gaël avec moi pour la connaissance du cinéma de Jean-François Laguioni. Alors la particularité de cette table ronde, vous l'avez compris peut-être, c'est qu'on va parler d'un film qui n'existe pas encore, et donc c'est une aventure encore en cours, on va dire. Et donc vous allez avoir en exclusivité des étapes de travail qu'on appelle des animatiques, et vous en voyez une à l'image. Ce sont ces dessins préparatoires, et dans le travail de musique de film, on va voir avec Pascal comment justement le compositeur est inspiré pour sa musique à partir justement de ses dessins, et puis surtout de la discussion avec le réalisateur et la scénariste qui travaillent ensemble depuis plusieurs années. Maintenant, Le Château des Singes, ça remonte. Et donc Slocum, qui est ce nouveau film, je crois, si j'ai bien compté, qu'il s'agira de votre 7e long métrage. C'est bien cela. Depuis 1985 avec Gwen, le livre de sable. Alors pour commencer, peut-être moi la question que j'ai l'habitude de poser toujours à un réalisateur dans ces tables rondes de musique de film, c'est déjà la relation que vous avez à la musique. Parce qu'évidemment, un réalisateur, on l'imagine un homme d'image ou une femme d'image, un homme d'histoire, de narration, mais la musique, quelle place a-t-elle ? Alors si on veut remonter encore plus loin, mon premier film était un film musical en 1964, Demoiselle et le violoncelliste, sur un concerto d'Édouard Lalo. Et c'est un retour aux sources parce que j'avais écrit La Petite Histoire, c'est un court-métrage de 9-10 minutes, en écoutant le concerto. Et les images me sont venues comme ça. Donc c'est marrant parce que Slocum, qui est vraisemblablement mon dernier film, va faire un lien avec le premier. Et Pascal Le Pennec, donc le compositeur, vous vous êtes rencontrés sur le tableau. Première rencontre qui continue donc après Louise en hiver.
Troisième collaboration, donc tous les deux. Peut-être directement évoquer ce tableau avant d'évoquer la dernière collaboration, puisqu'en fait, le tableau, vous êtes intervenu à la fin du processus, parce que la grande question de la musique du film, c'est à quel moment intervenir. Un compositeur peut intervenir soit sur le scénario, soit le montage est terminé. Sur le tableau, c'était à quel stade ? Pour ce qui concerne le tableau, je suis intervenu d'une manière plutôt conventionnelle. C'est un cas de figure que les compositeurs de musique de film connaissent bien et souvent déplorent, c'est-à-dire être appelé à la fin avec un délai très court de travail. Pour le tableau, il s'agissait de presque 1 heure de musique symphonique qu'il fallait écrire, orchestré, enregistré en 3 mois. Pour Louise en hiver, en fait, chacune de nos collaborations nous ont permis de connaître des cas de figure différents. C'est ça qui est si passionnant. Pour Louise en hiver, j'ai disposé, alors là c'était tout à fait confortable, de 9 mois, sachant également que dans Louise en hiver, il y a un autre compositeur qui a composé des thèmes de piano jazz. Et j'étais chargé de la partie orchestrale et pour chœur d'enfants. Et là, j'ai travaillé essentiellement sur l'animatique, alors que sur le tableau, c'était un film terminé. Et sur Slocum, alors là, il s'agit d'une aventure tout à fait passionnante et inédite. Jean-François et Annick m'ont demandé de travailler très très en amont, et ça c'est tout à fait passionnant, c'est-à-dire sur un film qui n'existe pas. J'avais à ma disposition pour l'ambiance, pour ce qui est de l'ambiance, des scènes de mer ou des scènes de bord de Marne. Je sais pas, on va peut-être parler un peu de l'histoire de ce film. J'avais à ma disposition des dessins préparatoires. Jean-François m'a indiqué des lectures sur la vie de Slocum, des lectures qui m'ont passionné. Et puis, c'est à peu près tout, puisque Jean-François ne voulait pas que, alors même que le scénario et la musique, c'est bien ce qu'il demandait, étaient en écriture simultanée, eh bien, Jean-François ne voulait pas me donner accès au scénario, n'est-ce pas ? Il m'a demandé d'écrire de la musique ex nihilo, et écrit la musique qui te passe par la tête. Même sans pitch du tout. Oui, non. Alors, ce qui a alimenté, évidemment, il fallait que mon imagination soit un tout petit peu alimentée par quelque chose, quand même. Donc j'ai interrogé Jean-François sur cette autre histoire, puisqu'il y a 2 histoires croisées dans le film. La véritable histoire de Slocum, enfin non, les 2 sont véritables d'ailleurs. On peut peut-être dire 2 mots très rapidement sur le sujet du film. Alors, c'est vrai que le pauvre Pascal n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais en effet, c'était un pari que j'avais envie de tenter depuis longtemps, c'est-à-dire de travailler sur la musique, comme je l'avais fait dans ce premier court-métrage. Alors, on ne lui a rien donné, Annick. On lui a donné c'est-à-dire un sujet. Bon, pour vous mettre un petit peu dans la confidence quand même de ce film qui n'existe pas, c'est parce qu'on va vous montrer des extraits, mais vous n'allez rien comprendre parce que ce sont des extraits de l'animatique à des endroits différents du film. Mais c'est bien mieux comme ça, vous allez voir. En 2 mots, c'est l'histoire de 2 voyages parallèles. Un voyage véritable qui a réellement existé au XIXe siècle est celui du grand Slocum, le premier marin à avoir fait le tour du monde à la voile et en solitaire. Bon, pour les marins, c'est vraiment Dieu le Père. Donc on va reconstituer une partie de son voyage dans le film. Et puis en parallèle, un voyage qui ne s'est pas fait, c'est-à-dire un voyage immobile
qui est celui de mon papa quand dans les années 50, il s'est mis en tête de construire un bateau dans le jardin du pavillon de banlieue de la famille. Voilà. Ça, c'est le cadre. Voilà. À partir de là, naturellement, moi, je ne souhaitais pas du tout que Pascal en sache davantage, parce qu'on voulait tenter, justement, cette expérience sur des bases complètement différentes. La seule chose que tu médites, c'est de travailler sur des états sur de la météo. Hein, c'est-à-dire imaginer le temps qu'il fait sur le temps qu'il fait sur la mer, ce que peut traverser Slocum comme épreuve plus ou moins facile sur la mer, ou la météo sur le chantier, mais aussi la météo psychologique, c'est-à-dire l'état d'esprit de Slocum sur son bateau, ou l'humeur, l'état, le moral des troupes sur le chantier. C'est à peu près la seule chose qu'il médite. Alors, je t'ai quand même interrogé sur cette histoire. J'en savais déjà sur Slocum beaucoup à travers les lectures que tu m'as conseillées. C'est pas tout à fait vrai. Évidemment, j'ai cherché à en savoir quand même. Il fallait alimenter mon imagination. Je ne pouvais pas comme ça composer de la musique à partir de... Enfin, si, on peut toujours, mais là, il s'agit d'un film quand même. De temps en temps, j'ai eu pitié de lui. Je lui ai donné quelques tuyaux. Et j'ai quand même obtenu de Jean-François quelques indications sur l'histoire de ton père. Non, mais également cette histoire incroyable, cinématographique, en diable, cette construction improbable d'un bateau dans un jardin des bords de Marne. Bon, donc moi je me suis fait mon film en quelque sorte parce que j'ai besoin de ça pour composer. C'est amusant parce que beaucoup de compositeurs qui défendent leur art, quand ils se confrontent au cinéma, regrettent parfois l'excès de commande, l'excès d'intention. Oui. Ils ont envie de la carte blanche. Alors que vous, finalement, vous avez besoin d'intention. Alors là, effectivement, c'est liberté totale, mais presque trop, quoi. Ça donne un peu le vertige, hein, je dois dire, mais c'est tout à fait passionnant. Donc, en quelque sorte, moi, j'ai besoin d'images, mais pas seulement en matière de musique de film. Pour composer, je sais que je me crée comme ça des images mentales. Alors là, je me suis fabriqué mon film avant le film. Et alors, le plus drôle, c'est que après avoir composé, pré-orchestré pour les machines, comme on fait maintenant, hein, les échantillonneurs, et livré 45 minutes à peu près de musique maquettée à Jean-François et à Nick. Moi, j'avais composé sur des images précises, sur des situations que j'imaginais de la vraie vie de Slocum et de ce que vous aviez vécu sur les bords de la Marne. Ce qui a été assez perturbant, donc il y a beaucoup de thèmes, hein, une vingtaine de thèmes plus... davantage. Donc une matière première, brute. Et vous avez posé cette matière première à des endroits du film que je n'avais pas du tout imaginé. Enfin, quand j'ai vu l'animatique, quand j'ai eu enfin accès à l'animatique, j'ai entendu des thèmes que j'avais parfois imaginés pour des situations tout à fait autres. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant que j'ai oublié les images que je m'étais créées pour composer telle ou telle musique, eh bien, je trouve leur choix, Jean-François et Annick, très, très pertinent. Voilà. Alors que dans un premier temps, ça m'a troublé. L'animatique, c'est ce qu'on voit. Ouais. C'est des dessins préparatoires, c'est ça. Ouais. Alors, l'animatique du film, pour que vous voyez quand même de quoi il s'agit, c'est quelque chose d'assez rough. C'est la maquette du film, c'est-à-dire que à partir du découpage qui a été fait de l'histoire, du scénario, etc., Jean-François fait des dessins. Bon, évidemment, il faut faire une petite recherche des personnages pour pouvoir dessiner les situations. Il fait des dessins de toutes les scènes telles qu'il les imagine, et ensuite, il prend des photos
à partir de ces dessins qui sont très libres sur des feuilles. Il y a un dessin par plan, au minimum, et il les photographie, et ensuite on les entre dans un logiciel de montage, Premiere ou autre, et on ajoute ensuite les dialogues qu'on fait tous les deux, les bruitages qu'on enregistre par-ci par-là, et on met le temps de chaque scène. Donc c'est la maquette du film, puisqu'il y a le temps qui entre en ligne de compte. On peut peut-être regarder un petit bout de quelque chose, non ? Je sais pas. Vous avez envie de voir un peu ce que ça donne ? Regardons une première animatique à ce moment-là. Alors ça bouge pas. Ce sont des images fixes. Il n'y a pas de mouvement du tout, mais quand même il y a le timing. Il y a le timing du film. Il n'y a pas de couleur. Enfin bon, c'est vraiment du rough. Oui, mais ce qui est important pour mon travail de composition, c'est quand même que on a la taille, le format des séquences. Oui. En gros, hein, ça peut changer on en parle beaucoup d'ailleurs, parce que c'est une partie de ping-pong. Il y a des séquences qui bougent, qui vont encore bouger, mais globalement, on a le rythme de succession des plans même. Hein. Et ça, c'est important pour moi. Moi, ça me permet de travailler d'une manière quasi définitive. Alors, les deux séquences qu'on peut peut-être commencer... ben voilà, c'est maintenant que ça s'éteint. On vous propose la séquence G, ça ne va pas vous dire grand-chose. Pardon ? Ils ont attribué des lettres aux séquences, et donc là, c'est la G ou la H, on va voir. Alors attendez, que je m'y retrouve. Ah oui, mais c'est pas ça du tout qu'il faut ouvrir. C'est bien ces moments parce que vous êtes vraiment dans les coulisses. Parce que j'imagine c'est comme ça que ça se passe aussi entre vous. Tout est rough là. Oui. Voilà. On vous propose le thème du chantier. Il va y avoir deux types. Il y a deux types de musique dans ce. Il y aura deux types de musique dans ce film. Les musiques dites de mer et les musiques de Marne, de bord de Marne. Alors ça, c'était un désir assez rapidement exprimé par Jean-François. Les musiques de mer seront confiées à l'orchestre symphonique et les musiques de bord de Marne à une formation, ça sera confié au final, à une formation de jazz manouche. Donc il va y avoir dans ce film deux types de musique très contrastés. Et pardon ? Tu devrais lancer. Ah bon ? Allons-y. Alors, que vous ayez déjà un petit aperçu quand même de cette. Voici justement dans la séquence G, un enchaînement de ces deux ambiances, ambiance bord de Marne et ambiance mer. François, tu vas chercher ton père, c'est bientôt prêt. Il est à l'écluse, tu lui feras la surprise. Il est dans le fond, ton père. Slocum! Hé, Slocum, on te demande!
maintenant le thème de Slocum. Juillet 1895. Appareillé à 9h30 du matin, doubler le cap Sable à 4h30 de l'après-midi, brise fraîche de l'ouest. Je suis parti. Je n'arrive pas encore à y croire. Bravo, musique de Pascal Le Pennec, pour le film donc Slocum à venir, réalisé par Jean-François Laguioni, coécrit donc avec Annick Leray. Et la musique que l'on vient d'entendre, il est peut-être important de l'indiquer au public. C'est pas une musique définitive, hein, c'est le stade de la maquette. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une maquette ? Oui. Annick parlait de stade un peu rough. Il en est de même de la musique. Ce que vous entendez là, c'est une préfiguration sur échantillonneur. On parle également de sampleur. Des faux violons. Hein, oui, des sampleurs sont des instruments électroniques, une nouvelle génération de synthétiseurs qui offrent des banques de sons réels d'instruments. C'est pour ça qu'on y croit un peu. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que vous pourrez entendre à la fin de ce travail lorsque on enregistrera avec un véritable orchestre, en l'occurrence l'OSB, l'orchestre installé à Rennes, l'Orchestre symphonique de Bretagne, et une véritable formation de jazz. Parce qu'évidemment, là, par exemple, pour ce qui est du jazz, c'est un résultat très provisoire, c'est une maquette, parce qu'en matière de jazz, l'interprétation compte véritablement beaucoup. Donc là, ce que vous entendez, c'est très rough, c'est une maquette. Voilà, ça sonnera mieux après. Gilles. Du coup, Jean-François, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as demandé à avoir la musique en amont, tout en essayant d'en livrer le moins possible à Pascal sur le contenu du film? Donc pourquoi cet espace de liberté un peu perturbant quand même, et en quoi avoir cette musique-là peut modifier ce que tu as en tête que sera le film, ou peut modifier chez toi le scénario? Est-ce que la musique devient une influence sur la réalisation du film, au sens stylistique, récit, etc. Et toi, après, est-ce que tu peux prévoir de tout changer au final, une fois le film fini? Enfin, est-ce que ça va continuer à naviguer comme ça? Et quelle est l'influence des uns sur les autres, quoi? Quelle est de ce... Oui, au stade actuel, ça m'étonnerait que Pascal soit content si je lui demande de refaire la moitié de ses musiques. Je ne pense pas que ça se passera très facilement. Mais tous mes films sont presque des films musicaux. Simplement, au lieu d'utiliser la musique de Pascal ou de Christophe Ferral, j'utilisais pour les maquettes notre discothèque personnelle. Et j'avais Debussy, Ravel, Prokofiev à notre disposition. Et on montait le film sur ces musiques provisoires. Pourquoi j'ai besoin de la musique ? Déjà, je suis incapable de monter, de faire un pré-montage du film si je n'ai pas du son, si je n'ai pas... Bon... La musique, à ce stade-là de la maquette, a deux fonctions essentielles pour moi. Une fonction émotionnelle, sentimentale, et une fonction rythmique. Enfin, c'est pas le rythme, c'est le timing général du film. Et avec Annick, on monte le film, on monte la maquette tous les deux, on s'appuie sur ce support sonore. Si on n'a pas ça, on est très malheureux. Oui, sans doute, mais le fait que ce soit la musique de Pascal, c'est-à-dire la musique d'un seul compositeur, ça apporte aussi une certaine cohérence au film, enfin à la maquette du film. Pour nous, c'est le film, hein.
fait pas trop de différence pour le moment. Et cette cohérence-là, ça met du ciment, ça apporte beaucoup, je trouve. Et puis aussi, ça permet, par exemple, pour l'écriture, puisque tu me poses la question de l'écriture, moi, je fais un petit peu attention parce que tous les deux, ils vont partir dans une certaine nostalgie, tout ça. Et alors là, à ce moment-là, moi, il faut que je règle à nouveau les dialogues ou peut-être un peu le ton du film vers un petit peu plus de sourire, de peps pour compenser si ça part trop dans la nostalgie. Bon, c'est des petites choses comme ça, c'est des petits réglages. Voilà, mais bon, c'est pas... C'est parce que c'est des hommes. Non, c'est parce que peut-être ils sont plus tournés vers le passé ou plus nostalgiques que moi. Vous êtes réac. Mais par rapport à ce que Pascal disait, qu'à un moment il a découvert que des musiques qu'il avait écrites pour telle ou telle scène ou telle couleur ou je ne sais pas étaient mises ailleurs, ça veut dire que quand vous recevez les musiques de Pascal, vous ne discutez pas avec Pascal du contenu, ou vous écoutez et vous placez, et ensuite vous vous appropriez la musique. Voilà. Et ensuite, naturellement, il intervient parce qu'il se dit « Ah bon, la musique, vous l'avez mise là ?» Ben, je n'avais pas prévu ça. Mais à ce moment-là, ça m'oblige à corriger ceci ou cela dans la musique. C'est une série, c'est ça que j'apprécie. C'est la première fois que je suis aussi heureux. C'est dommage que ça soit que ce soit aussi heureux de préparer un film. C'est un moment de liberté formidable. Alors donc, par exemple pour le tableau, on avait mis Prokofiev sur pratiquement tout le film, et après on a demandé à Pascal de se caler sur Prokofiev. Et il n'était pas content. Il disait, mais moi, je ne vais pas faire du Prokofiev. Ben, je lui ai dit, tu peux faire beaucoup mieux que Prokofiev. Et il n'était pas content, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ça m'a aidé. Les références m'aident toujours. Sur le plan sentimental, etc. Donc et c'est comme ça qu'on avance l'un et l'autre, par petits pas. Il en fait un, j'en fais un, il en refait un, etc. Dans le travail de musique de film, on peut évoquer cette pratique qui est fréquente. La rareté est plutôt ce qui se passe avec Slocum. Donc cette pratique qu'on appelle le temp track, c'est-à-dire musique temporaire. Les monteurs et les réalisateurs montent leurs films avec des musiques temporaires qui sont destinées ensuite à être remplacées par celles du compositeur. Et donc, sur le tableau, il y a eu ces musiques temporaires avec du Prokofiev. Sur Louise en hiver aussi. Et sur Louise en hiver aussi. C'était Debussy. Et donc fréquemment, les compositeurs n'aiment pas cette pratique parce qu'ils se trouvent limités dans l'inspiration. Mais j'ai l'impression que vous appréciez plutôt. Oui. Moi, ça m'aide énormément. Les musiques temporaires, contrairement à ce que tu penses, je crois, Jean-François, les musiques temporaires sont une indication très précieuse parce que ça remplace tous les discours. L'intention, je comprends beaucoup mieux, presque immédiatement, ce que souhaite un réalisateur lorsqu'il a posé des musiques temporaires. Après, se pose la question de savoir si on doit s'y tenir ou pas. Par exemple, dans Louise en hiver, j'ai été très heureux, aimant. D'ailleurs, on a, je crois, en commun, toi et moi, cet amour de la musique française du début du XXe siècle. Oui, j'avais peur que tu parles de Beethoven. Et comme dans Louise en hiver, il y avait aussi des références picturales, post-impressionnistes, c'est là, pas par hasard si tu avais posé du Debussy. Eh bien, j'ai été très très heureux, moi, de rester globalement dans cette esthétique. Mais parfois, oui, également de m'en échapper. Là, c'est au réalisateur de s'exprimer là-dessus. Le réalisateur peut demander vraiment de coller stylistiquement à la référence. Alors là, on a un exemple justement de musique provisoire posée sur Slocum. Il y a peu de musique provisoire posée dans Slocum, puisque justement le principe est de demander la musique originale très très en amont. Oui, là, le fait que Pascal soit très tôt sur le projet implique que la musique provisoire est moins utile, puisque la musique de Pascal peut faire office de musique provisoire. Mais il demeure malgré tout une référence, hein, c'est ça. C'est Bach.
Non. Là, donc, ce que je propose, et je crois que ça répond à votre question sur les étapes de travail, je propose là de passer 2 fois la même séquence H. Comment Jean-François et Annick ont utilisé cette matière brute livrée par moi de 45 minutes, deux des thèmes. Tu ne répondis pas sur le thème trash, je croyais que tu faisais ça. Oui, mais justement, il en est question aussi. Je trouve utile de passer la séquence H parce qu'on va entendre deux des thèmes originaux donc, que j'ai composés. Ils sont là aussi montés sur l'animatique par Jean-François et Annick de manière très rough, quoi, puisque sans transition. Et on verra après ce que j'ai pu en faire. Et puis, il va y avoir sur la scène des pirates de la musique provisoire, parce que là, tu n'avais pas trouvé dans la matière que je t'avais livrée, chaussure à ton pied, si j'ose dire. Et d'ailleurs, c'est une musique que tu m'as demandé après, qu'on entendra justement, musique originale, mais là, tu ne l'avais pas. Donc, il se succède. Oui, j'en vois. Merci. Moi non plus, je n'arrivais pas à y croire. Ce n'était pas n'importe quel bateau que mon père avait décidé. Bateau de Slocum. La réplique exacte, j'ai vérifié, un peu réduite, c'est vrai, à cause des dimensions du jardin. Je dois vous dire que j'ai pris cette affaire très au sérieux. D'abord, il me fallait en apprendre un peu plus sur la mer et sur les bateaux. Et pour la première fois, j'ai séché l'école. J'avais l'intention de faire le tour du monde d'ouest en est, en passant dans la mer Rouge par le canal de Suez. Et là maintenant, Mais on me signala qu'on pouvait y rencontrer de nombreux pirates, qui m'engagea à changer musique mon provisoire itinéraire. Debussy. En fait, je La mer. m'aperçus qu'il y en avait tout autant en allant dans l'autre sens.
Et alors maintenant, la même séquence, H, qui montre le type de ping-pong, de partie de ping-pong qui se joue entre nous trois. Et j'ai une proposition à te faire là maintenant en direct, puisque... Eh oui hein. Non, mais tu vas voir, ça va tout à fait dans ton sens. Ça va tout à fait dans... C'est-à-dire que vous avez remarqué qu'il y a un silence entre le premier thème et le deuxième thème original. Là, je l'ai comblé, donc j'ai composé juste une... Avec ma musique, oui. Oui, bien sûr. Non, ne t'inquiète pas, Jean-François. Une transition, quoi. Une transition. Et puis, il y avait aussi un passage là de silence entre la deuxième musique et la musique de Debussy. Là aussi, je propose quelque chose. Et ensuite, la musique de Debussy est remplacée par un thème. Donc, je l'ai remplacée par un thème original. Là, on en a parlé. Hein, c'est une demande que tu m'as faite. Et je me souviens, quand je t'ai demandé quel était l'esprit que tu souhaitais, l'esprit de cette musique, tu m'as dit, alors là ça nous éloigne pour le coup de cette musique de Debussy, que ça nous renvoie à la musique des films d'aventure français de ces années 50, très légère. Tu m'as même dit à la Tintin et Milou. Je ne sais pas si mais oui. Donc voilà, je vous propose d'entendre donc ce que c'est devenu depuis que je suis moi-même retourné sur ces musiques. Moi non plus, je n'arrivais pas à y croire. Ce n'était pas n'importe quel bateau que mon père avait décidé de construire. C'était celui de Slocum. La réplique exacte, j'ai vérifié, un peu réduite, c'est vrai, à cause des dimensions du jardin. Avec ce bateau, Slocum avait fait le premier tour du monde à la voile. Il avait traversé les océans, affronté les tempêtes. J'avais besoin d'en savoir davantage. J'avais l'intention de faire le tour du monde d'ouest en est, en passant dans la mer Rouge par le canal de Suez. Mais on me signala qu'on pouvait y rencontrer de nombreux pirates. En fait, je m'aperçus qu'il y en avait tout autant en allant dans l'autre sens.
Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai vu le réalisateur hocher de la tête. Alors, ça veut dire peut-être qu'il acquiesce la proposition du compositeur. En tout cas, voilà le type d'échange voilà. qu'on a. Le compositeur fait des propositions, et puis malgré tout, il faut quand même rappeler que c'est le réalisateur au final qui décide, évidemment. C'est le patron. C'est le patron. Et donc la question du placement, à quel moment on met la musique, c'est évidemment une question qu'on se pose au stade de l'animatique. Et cette question du placement, est-ce qu'elle revient vraiment au réalisateur, ou alors justement, Pascal, ça vous est arrivé de décider le placement de la musique ? On ne décide jamais, mais de proposer, oui, souvent. Et ce qui est étonnant entre Jean-François et moi, c'est que par bonheur, les idées sont... Enfin, je crois qu'on commence à se connaître maintenant, à se comprendre. Donc les idées sont souvent acceptées, musicales, mais je fais des propositions de placement. Et c'est souvent au niveau des placements que les changements, que tu opères des changements, j'ai remarqué. Et c'est vrai qu'à une demi-seconde près, des fois je suis un peu déçu parce que je trouve que le rythme de la musique par rapport au rythme propre des séquences, des changements de plan, etc., ça fonctionne bien de cette façon-là. Et puis toi, tu es d'un avis différent. Alors évidemment, tu as la décision finale. Et c'est souvent sur des histoires de placement que Souvent le départ. Moi, j'ai une conception du départ de la musique qui est très traditionnelle, si tu veux. Bon. Allez, on y va, on part, et hop, bam, la musique part en même temps que le personnage, tu vois. Et toi, t'aimes pas trop, t'aimes bien que ça soit un petit peu décalé. Hein, oui, voilà. oui. Bon, on a des bagarres comme ça, c'était terrible. Il ne faut pas donner trop l'impression qu'on se dispute, parce qu'on a nos producteurs qui sont dans la salle, ils vont se dire, mais on ne l'aura jamais, cette animatique. Oui, la question du placement, c'est la question de quand démarre et quand s'arrête la musique, donc des points de synchronisation peuvent aussi s'opérer. Et c'est aussi la question du silence. Est-ce que dès l'animatique, par exemple, il y a aussi le choix de retirer une musique en disant là, il n'en faut pas ? Oui, bien sûr. Je le disais avant, tout à l'heure, cet après-midi, personnellement, je me demande si en musique, d'ailleurs, ce qui m'intéresse le plus, ce ne serait pas le silence. Je crois que plus j'avance, plus j'ai l'impression que ce qui m'intéresse en musique, c'est le silence. C'est rare d'entendre un musicien qui dit... La musique comme révélatrice. Il faut que j'en silence. profite. Et par exemple, il y a un exemple dans le tableau qui me revient toujours à cet égard, en matière de silence. C'est peut-être une des scènes que je préfère dans le tableau, que je trouve infiniment belle et poétique, qui est Lola qui tombe, et on n'entend que le vent. Et ma réaction immédiate, lorsqu'on s'est posé la question de la musique, c'est de dire, je ne sais pas si tu t'en souviens, il n'en faut pas. Il n'en faut pas ici de musique. Je crois que ça répond à la question. Et oui. Non, pardon, je voulais savoir si cette question était ouverte jusqu'au dernier moment, jusqu'au mixage, s'il peut y avoir quelque chose qui saute au mixage au tout dernier moment ou pas. Je crois que dans l'anime. Oui, il faut qu'on se garde cette liberté. C'est dramatique parfois, mais moi j'y tiens beaucoup, d'opérer des sacrifices au mixage. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. En général, je ne demande pas aux musiciens de venir au mixage. Très frustrant, ça. Et je ne demande pas aux comédiens non plus de venir. C'est un moment où Annick et moi, on doit être absolument seuls avec le film. Et la question du mixage, c'est vrai qu'elle est cruelle pour un compositeur qui peut se retrouver à avoir sa musique en dessous des sons, mais c'est le jeu, évidemment. Et par exemple, dans le tableau, il y a une séquence dans une tente où la musique a été, on peut dire sous-mixée, mais finalement, moi, je ne dirais pas sous-mixée, je dirais mise en scène. Parce que j'ai l'impression que dans cette séquence, dans une tente, on entend la musique au loin quand ils sont sous la tente, comme si la musique venait de l'extérieur. Donc en fait, je serais tenté de dire que le mixage remet en scène, le film remet en scène la musique. Et les comédiens, justement... Non, mais bien sûr que ça a du sens. Oui. Non, justement, les comédiens, quand tu enregistres, quand tu as la musique en amont, comme c'est le cas ici,
Tu leur fais écouter la musique? Non, pas du tout. Et surtout que les comédiens, on les enregistre en amont, longtemps avant de placer la musique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pu avoir, c'est pour Louise en hiver, on a pu, grâce à JPL Film qui a décroché un petit financement provisoire avant que le film soit en production, on a pu enregistrer Dominique Fro. Et comme la musique, ça nous a donné des repères extraordinaires pour le montage et même pour le caractère du montage et du personnage, puisqu'on a même redessiné le personnage après avoir enregistré la voix de Dominique, qui est une voix qui a tellement de caractère, de puissance, de force, etc., même de mauvais caractère, qu'on s'est rendu compte que notre personnage était un peu fragile par rapport à la voix que Dominique lui donnait. Donc on a grossi Louise, on lui a donné un peu plus de poids et c'était très bien comme ça. Dans la musique de film, il y a aussi un des codes de la musique de film que Pascal, vous pratiquez, qui est l'écriture de mélodies, de thèmes, et des thèmes associés à des personnages ou à des situations. Et parfois, les réalisateurs ont peur des thèmes, parce que on les entend, ils sont reconnaissables. Quel est, d'abord, avant de parler de Pascal de Sade, pour Jean-François, votre rapport à cette mélodie, à ce thème? Oui, souvent je suis embarrassé avec un thème... Surtout quand il est très beau, comme ceux qui sortent de la tête de Pascal, et simple, comme je les aime. On a envie de le mettre plusieurs fois dans le film, et même si on ne le met pas trop, on reste tellement de temps, on va rester des années avec cette musique-là, pour l'animatique, pour la maquette, etc. Et puis ensuite, le travail avec les animateurs se fait aussi avec la musique. Et cette musique, on en a vraiment marre, parce qu'on l'a entendue beaucoup trop. Et on aurait envie d'en avoir d'autres, ou que ce thème qui est très beau soit un petit peu plus compliqué, etc. Donc là, il faut se méfier. Le temps passe et le temps est dangereux. C'est vrai que le thème du tableau, je l'ai eu très longtemps dans la tête après la projection. Et Pascal, alors quel est votre rapport à ce thème dans l'écriture de musique de film? Moi, je suis très très attaché à la notion de thème au cinéma. Ce que je déplore, c'est cette espèce, particulièrement en matière de cinéma d'animation d'ailleurs, c'est cette espèce de gloubi-boulga. C'est très professionnel, c'est très très bien fait. Il y a des gens très très compétents, compositeurs, arrangeurs, orchestrateurs qui travaillent là-dessus. Mais alors on sort de la salle de cinéma, on a eu sur un film d'1h30, on a eu 1h25 de musique et on retient rien. Enfin voilà, on n'a rien retenu. Voilà, un thème attaché, comme vous venez de le dire, à un personnage, à une situation qui revient ou à un sentiment. C'est très important, la notion de sentiment, de musique attachée à un sentiment chez Jean-François, ça je me souviens, ça faisait partie de nos premières conversations. Et moi je suis vraiment attaché à ça, au fait qu'il y ait, que ce soit fort en thème. Voilà, et que l'on puisse retenir, voilà, que les gens restent habités par ça en sortant de la salle. Et donc avant l'informatique, la musique de film se constituait de cette manière-là. Un compositeur au piano faisait un thème et le réalisateur à côté écoutait et devait valider ou pas le thème. Aujourd'hui, avec les outils informatiques, de plus en plus, réalisateurs et producteurs ont envie d'avoir tout de suite la musique définitive. Ce qui a fait que les thèmes sont de moins en moins présents et on tend vers du sound design parce que du coup, on n'a pas ce rapport à faire entendre la première intention. Votre rapport au thème est également celui-ci, c'est-à-dire faire entendre un thème au piano à Jean-François. Est-ce que ça passe par cette simplicité-là encore? Parfois. C'est sous forme de maquette. Hein. Toi, tu préfères
Pascal préfère, au lieu de me faire écouter uniquement une mélodie sur un instrument, il préfère déjà l'orchestrer avec des... et je crois que tu as raison, ça me parle davantage. Parce que Ce qui est souvent difficile, c'est le dernier thème. D'ailleurs, dans Slocum, je me demande s'il n'y a pas deux thèmes qui sont un peu concurrents, et je ne sais pas lequel, ils sont très beaux tous les deux, mais va nous rester... par exemple, souvent, au générique de fin, on remet le thème qui nous paraît le plus beau, parce qu'on a envie que les gens sortent du cinéma avec quelque chose de magnifique. Et en fait, je ne suis pas encore sûr que... Mais c'est intéressant dans ce que vous venez de dire, Jean-François, parce que ça dit ce qu'est Jean-Pascal Le Pennec comme compositeur. Parce qu'il y a beaucoup dans la musique de film de mélodistes qui écrivent des thèmes, mais qui ensuite font orchestrer. Mais Pascal, au-delà d'écrire des thèmes, vous pensez déjà à l'orchestration. Oui, je suis très très attaché aussi à ça, à cette façon très artisanale, comme dit Jean-François. Et Annick, c'est très artisanal. Nous travaillons de manière très artisanale. Là, je viens de travailler sur un film très, très différent qu'on va qualifier de commercial, où là, les méthodes sont différentes. Moi, quel bonheur de retourner avec vous. Je suis très, très attaché, non mais réellement, quoi. Je suis très, très attaché au fait de maîtriser, personnellement, musicalement, toutes les étapes. D'avoir ce temps-là de l'écriture des thèmes, de leur harmonisation, de leur orchestration. J'y tiens absolument à ce type de travail artisanal. Et donc l'orchestration, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment, dès l'écriture de la musique, savoir combien de cuivres, combien de cordes, tous les pupitres de l'orchestre déjà dans la tête. Oui, c'est des couleurs d'orchestre qui parfois me viennent avant même un thème, par exemple. Je me souviens que dans le tableau, lorsque Jean-François m'avait parlé pour la scène de la forêt maudite, il m'avait parlé de musique verte, parce qu'on s'exprime aussi par couleur. Jean-François est un graphiste et on parle de couleurs aussi en orchestration, de couleurs orchestrales. Et ce qui m'est venu à ce moment-là, j'en ai le souvenir précis, c'est beaucoup plus des timbres d'orchestre avant même que le thème et son harmonisation naissent. C'était des couleurs d'orchestre. Donc pour moi, tout ça, la composition, l'harmonisation et l'orchestration, c'est un seul et même travail. Donc je ne comprends pas qu'on les dissocie. Alors je crois que tu as quelque chose à nous montrer sur ce travail de thème. Il y a le thème, je crois, tu m'as dit, du chantier. Ah, le thème du chantier. Qui revient, je crois, dans plusieurs versions, parce que l'idée du thème, c'est de les décliner. Oui, alors Jean-François a demandé pour le chantier sur les bords de la Marne qui s'accélère au fil du film. Un thème, alors donc jazz manouche, hein, c'est la partie de la musique dite bord de Marne. Et ce thème est d'abord entendu dans une version lente dont on peut écouter un court extrait ici, version lente que voici. C'est la première fois qu'il est entendu dans le film. On va peut-être pas aller plus loin, le temps va nous manquer. Et ce qu'on peut peut-être faire, c'est passer les séquences K et L. D'abord, la façon dont Jean-François et Annick ont posé cette matière brute sur K et L, et ensuite la façon dont moi j'y suis retourné. Alors, que je ne me trompe pas. Et justement, il y a d'abord, on va entendre le thème de François, dit de François au piano, qui finalement a été changé, on l'entendra après, par un thème, le thème du chantier que vous venez d'entendre, mais dans une version plus rapide, justement, puisque le chantier s'accélère. Ensuite, le thème de l'eau, ou thème de la Marne, au piano. Et ensuite, la tempête. Alors là, gros morceau.
Ça sera sans doute le morceau le plus long et développé, peut-être orchestralement. Mais on va d'abord entendre la façon dont Jean-François et Annick ont posé sur l'animatique cette matière brute. Où est-ce que c'est? C'est dans... Petite manip. Voilà, ça va être par ici. Au printemps, comme il a fait beau, le bateau a bien avancé. Bon, tu es prêt? Mais non, plus à gauche. Plus à gauche, je te dis. Ah oui, à droite, évidemment, pour toi. Quel empâté. Quand je me faisais trop engueuler, j'allais retrouver la rivière. Depuis de longues années, je n'étais pas allé dans le sud. Bien entendu, je ne m'attendais pas à une navigation facile jusqu'au Cap Horn. Le 28 janvier, j'avais paré les dangers de la Plata et une belle brise me poussait vers le détroit de Magellan. Mais le ciel se couvrait de plus en plus et n'annonçait rien de bon.
Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, non, c'est pas ça, c'est que l'ordinateur chauffe. Et c'est bien dommage parce que je voulais vous montrer le type d'aller-retour. Là, par exemple, vous avez remarqué qu'il y a un long... Est-ce qu'on peut passer... Mais déjà, peut-être revenir sur ce que l'on vient de voir, déjà, le temps que ça refroidisse. Et donc, recontextualiser peut-être la musique avec l'extrait que l'on vient de voir pour qu'on comprenne bien l'enjeu. Ce que je voulais vous montrer là, mais j'ai le disque dur externe, on peut le passer sur le vôtre si vous voulez. C'est possible ça ? On a le temps de ça ? Parce que ce qu'on voulait vous montrer, c'est que vous avez remarqué qu'il y a un long temps de silence avant que la musique revienne. Et j'ai considérablement allongé cette... peut-être que là, on va... Je crois qu'on va pouvoir... Voilà. Ah, bah bravo. Ah bah ça rechauffe. Non, tu peux le refaire, ça ? De rééteindre ? Oui. Non, je crois que ça va marcher là. Ouais. Oui, ce qu'on voudrait vous faire vous montrer, c'est qu'il y a un long... Évidemment, lorsque Jean-François et Yannick posent cette matière première brute avec les moyens du bord, ils font ce qu'ils peuvent. Parfois, il manque de la musique. Donc là, je suis retourné à la composition pour considérablement allonger ce morceau. Ah, non, là... Désolé. Benoît essaie sur le sien. Oui. Non, j'en profite juste pour dire quelque chose à quoi je viens de penser et qui peut lancer un sujet d'étude si quelqu'un a le temps. Si parmi vous, en attendant, vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était le moment des questions, puisqu'il nous reste normalement un quart d'heure de table ronde. Et donc, peut-être qu'on peut ouvrir les questions, si vous en avez, pour Jean-François. Avez-vous des questions ? Bonsoir, c'est juste pour savoir à peu près quand allait sortir le film, vu l'avancement du chantier, c'est le cas de le dire. Est-ce que c'est sous les 6 mois ou à la rentrée prochaine voilà. Alors, je ne réponds jamais à cette question parce que quand j'ai le plaisir de montrer mon travail, en général, c'est à un moment où le film n'est pas encore totalement en état de démarrer financièrement, etc. Donc, je ne peux pas vous dire. C'est même pas absolument certain que le film voit le jour. Et c'est peut-être pour ça qu'on a autant de plaisir à travailler ensemble sur cette maquette. C'est comme on le disait tout à l'heure, c'est un espace de liberté totale. Voilà. Donc on en profite. Mais les producteurs du film, je les en remercie, se cassent la tête vraiment parce que... Mais c'est pas nouveau. Tous mes films ont été vraiment difficiles à produire. Donc le moment de la recherche de financement, c'est quelque chose qui peut prendre vraiment beaucoup de temps. Ensuite, imaginons que le film entre en production à la fin de cette année.
Bon, il faut quand même compter 1 an et demi pour le fabriquer, pour l'animer, etc., faire tous les décors. 1 an et demi. Ben voilà, vous faites le calcul. Donc si tout va bien, dans 1 an et demi, un peu plus, parce que ça sera la fin de l'année, mettons 2 ans, le film pourrait peut-être sortir, espérons. Comment ? Ah, évidemment, oui. Alors, ça serait plutôt une question pour les producteurs. Pourquoi est-ce si compliqué de trouver des financements pour un long métrage d'animation de Jean-François Laguilloni, qui est quand même un maître... Ça joue pas, ça. Ça joue pas. C'est compliqué aujourd'hui l'animation de long métrage. Il y a énormément de projets en France qui sont développés par bon nombre de producteurs. Il y en a de plus en plus. Et parallèlement, les structures, les financeurs, on va dire, eux, non seulement n'augmentent pas en nombre, mais même diminuent. Et en plus, mettent de moins en moins d'argent sur les projets. Voilà, c'est la configuration actuelle. Les chaînes de télévision aujourd'hui, en France par exemple, sur l'ensemble des chaînes de télévision, vous n'avez que 3 films qui sont produits par France Télévisions d'animation par an et 1 par Arte. Voilà, donc ça fait 4. Si vous allez au Cartoon Movie, qui rassemble l'ensemble des films européens en développement ou en concept, vous avez à peu près entre une trentaine de films par an qui sont soit en concept, soit en développement. Donc c'est une concurrence, une lutte permanente entre tous ces projets. Voilà. Et il faut avoir à chaque fois des projets qui soient les meilleurs. Alors Jean-François a un talent infini. Et beaucoup le savent, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a même un grand réalisateur dans cette salle aussi. Donc voilà, c'est compliqué pour tout le monde. Je sais pas, t'es Sébastien. Je vais réagir. Sans rentrer dans les détails, j'ajoute qu'il y a une réforme des aides du CNC qui est en train de se préparer, qui ne va pas faciliter les choses non plus. Bon, passons à des choses plus gaies, c'est-à-dire les animatiques. Eh bien, allons-y. Peut-être rappeler donc ce qu'on va voir. Donc, nous allons voir la même séquence, mais je suis retourné à la musique à la demande de Jean-François, pour allonger considérablement ce que vous avez entendu là. Donc il s'agit cette fois-ci d'un bloc de 4 minutes sur la tempête. C'est-à-dire que Jean-François et Annick ont, dans cette matière première, taillé, évidemment, avec les moyens qui étaient les leurs, de la musique, poser cet extrait sur l'animatique, c'est ce que vous avez vu, et il manquait du coup beaucoup de musique. Alors voici ce que ça donne. Et puis alors ce que vous avez entendu au piano au départ a été remplacé par une version plus rapide du thème du chantier que vous avez entendu tout à l'heure. Au printemps, comme il a fait beau, le bateau a bien avancé. Bon, tu es prêt ? Mais non, plus à gauche. Plus à gauche, je te dis. Ah oui, à droite, évidemment, pour toi. Quel empâté. Quand je me faisais trop engueuler, j'allais retrouver la rivière.
Depuis de longues années, je n'étais pas allé dans le sud. Bien entendu, je ne m'attendais pas à une navigation facile jusqu'au Cap Horn. Le 28 janvier, j'avais paré les dangers de la Plata et une belle brise me poussait vers le détroit de Magellan. Mais le ciel se couvrait de plus en plus et n'annonçait rien de bon. Bravo, on dirait vraiment une musique de film d'aventure, hein. Il y a du volume, on voit ce que peut apporter la musique, alors qu'il n'y a pas totalement les images abouties, on a déjà l'univers qui se crée, et on disait tout à l'heure, hein, c'est de la maquette, c'est destiné à être enregistré après par un orchestre, mais malgré tout que ce soit des sons synthétiques, on a quand même le volume, hein, qui est présent. Ça, c'est un travail de fou, la maquette, pour rendre ce volume de l'orchestre. Le travail de maquette est pour que ce soit un peu crédible et que le réalisateur valide l'idée, il faut que ce soit crédible. C'est un travail qui prend davantage de temps, pour ce qui me concerne, que la composition et l'orchestration réunies. On arrive à la fin de la rencontre, mais on va la terminer avec une image à vous montrer. De quoi s'agit-il? Suspense. Une séquence, oui. Alors, il faut passer sur cet ordinateur. C'est sur l'autre là-bas qu'on le fait. Ou alors on prend le HDMI. Ah ben ça. J'ai jamais animé une table ronde avec 3 ordinateurs sur scène.
Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a des Pro Mac là, c'est ça? Enfin, moi, Je ne sais pas si on a le son, mais on a l'image. À mon retour, je ne sais plus comment nous nous sommes retrouvés en Normandie. Ma grand-mère a dû faire semblant de mourir, ça lui arrivait de temps en temps. Impossible d'y échapper. Pendant que ma mère allumait le feu dans la cheminée, j'ai couru jusqu'à la digue pour écouter les vagues dans la nuit. Mon père était sorti lui aussi. Il se croyait seul. Pourquoi je l'ai suivi ? Je l'ai observé un moment. Il est resté longtemps à regarder la mer qu'on ne voyait pas. Qu'est-ce que tu dis de ce temps, matelot? Mer agitée, non? Bon, on la voit pas. Force 7, force 8. Et sur une mer pareille, qu'est-ce qu'on fait? On réduit la toile. On prend 3 rides à grand voile ou on met à la cape. À cap? Le tourmentin bordé au vent et s'il faut, on file une encre flottante. Je vois qu'avec tout ce que tu me piques dans la bibliothèque, t'es devenu un vrai marin. Pourquoi t'es parti l'autre fois? La couchette est trop petite. J'arrangerai ça. Et où t'es parti? T'es allé voir ton père? Mon père? C'est qui mon père, d'après toi? J'ai une cabane sur la Marne, j'étais avec une copine. Sur la Marne. Dans l'île Aura? Tu connais l'île Aura? Ah, j'ai eu 13 ans, moi aussi. J'avais une cabane, mais pas encore de copine. Dis pas, le bateau, Oui. c'est vrai que tu vas le terminer avec Jean? Ah, peut-être bien. Tu sais, je pourrais t'aider pour la peinture si tu veux. On verra. Voilà, c'était juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de la musique tout le temps quand même dans le film. il y a aussi du son. Et ça, c'est un travail, un exemple du travail que l'on fait tous les deux dans notre petit coin, sans le montrer à personne, où on enregistre les voix. Moi, je peux faire le chien aussi, je peux faire les mouettes. Bon, oui, on vous fait rentrer un peu dans la cuisine, effectivement. Mais en même temps, il y a une certaine intimité et je trouve que les personnages, on arrive vraiment à les intégrer au plus profond de nous. Et avec ce système d'enregistrement des voix, le fait de jouer un peu les comédiens et les personnages, ça nous donne... Ça nous permet d'ajuster les dialogues un petit peu au quart de poil et puis de trouver aussi des ajustements sur le ton du film, des petites choses comme ça qui sont pas très visibles mais assez importantes selon moi. Annick, je ne vous ai pas interrogé sur la musique parce qu'on pense qu'il n'y a pas de lien avec le scénario, mais est-ce que malgré tout, à l'écriture du scénario, il y a une anticipation musicale en disant là, je ne vais pas écrire de dialogue par exemple parce qu'une musique va prendre le relais? Est-ce que ça se passe? Alors oui, c'est vrai que la musique peut remplacer du texte, effectivement, ça arrive, mais on supprimerait plutôt les dialogues après, une fois la musique posée. Et puis, j'ai essayé d'écrire en écoutant la musique de Pascal. Je me suis dit, on a la musique tout de suite, c'est super, je vais en profiter, je vais écrire sur la musique. Et alors, j'ai écouté ce morceau-là, d'ailleurs,
qui est très, très doux, très lyrique, très cosmique. Et j'ai réécrit une fin du film complètement lyrique. Je me suis régalée, c'était vraiment waouh. Et en fait, ça marchait pas du tout parce que c'était pas dans le ton du film, c'était pas le genre du film. Mais oui, Pascal était super content. Donc, on se fait avoir aussi par la musique, faut pas croire. Mais c'était amusant, ouais. Mais sinon, je peux pas dire que je me sois véritablement servi de la musique pour écrire. Mais par contre, au montage, oui, ça c'est formidable. Et pour la cohérence de l'ensemble, c'est bien aussi parce que ça participe vraiment. Oui, parce qu'au-delà de l'écriture du scénario, vous êtes consultante aussi sur toutes les étapes, dont le montage, sur... C'est-à-dire que c'est tellement artisanal, on travaille chez nous, on se relaie à l'ordinateur. Je dis à Jean-François, ah, tu veux pas faire un gros plan? Hop, 2 minutes après, j'ai le gros plan, c'est super pratique, c'est facile, quoi. Voilà, on ne sait pas qui veut parler. Peut-être vous, des questions? Pour terminer, dernière question, allez. Non? Eh bien, c'est le moment peut-être de vous dire merci. Merci, Gilles, Jean-François, Annick, Pascal. Eh bien, on croise les doigts pour voir un jour Slocum. Et bonne fin de festival. Voilà. À bientôt.